Le permis AM est accessible dès l'âge de 14 ans, réponse A, 15 ans, réponse B, 16 ans, réponse C. Il est obligatoire pour conduire un scooter de 50 cm3 ou une voiturette avec une vitesse maximale de 45 km/h et une puissance maximum de 6 kWh. Et évidemment un cylindrée aussi, maxi de 50 cm3 aussi. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Ensuite, c'est accessible dès l'âge de 14 ans si vous êtes né à partir de 88 ou après. Donc là, c'était réponse A. Le permis suffit pour tracter une remorque jusqu'à 750 kg. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous savez, une remorque doit posséder sa propre carte grise à partir d'un PTAC. Donc, le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge. Donc, si son PTAC est supérieur à 500 kg, elle doit avoir sa propre immatriculation, donc sa propre carte grise. D'accord ? Autre terme, c'est certificat d'immatriculation. Donc, avoir sa propre aussi plaque d'immatriculation. Mais en effet, avec le permis B, on peut conduire une remorque jusqu'à 750 kg, c'est possible. Donc oui, réponse A. À la fin de la première année d'obtention de son permis, sans infraction, un conducteur ayant suivi la formation AAC dispose d'un capital de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B, 9 points, réponse C, 12 points, réponse D. Alors ici, on nous dit que c'est une conduite accompagnée, hein, donc AAC, et que au bout d'un an, il n'y a pas eu d'infraction du tout, hein, donc c'était sans infraction. Ça, c'est important à voir. Donc si c'est sans infraction, il va pouvoir à la fin de l'année récupérer 3 points. Donc ça va être 3 points tous les ans parce qu'une conduite accompagnée, ça se fait en 2 ans. Donc il va d'abord passer de 6 points à 9 points au bout d'un an. Et s'il n'a de nouveau pas d'infraction, il passera de 9 points à 12 points à la deuxième année. Donc c'était réponse C. En période probatoire, la perte de 3 points suite à une infraction oblige à suivre un stage de sensibilisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il permet le remboursement de l'amende forfaitaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand on est en période probatoire, est-ce que ça nous oblige à suivre un stage quand on a perdu 3 points? Eh bien oui, quand on a perdu 3 points ou plus que 3 points, on doit obligatoirement faire un stage de sensibilisation et ça nous permet par la même occasion de rembourser l'amende forfaitaire. Donc c'est réponse A et C. 40% des accidents mortels chez l'enfant passager surviennent lors des trajets inférieurs à 3 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai. 40% des accidents mortels
ça survient souvent dans les 3 premiers kilomètres. Et souvent parce que il y a aussi les parents qui n'attachent pas dans les 3 premiers kilomètres. Il faut toujours attacher votre enfant dans son siège, même si vous faites des petits trajets. Donc là, c'était réponse A. Heurté à 50 km/h par une voiture, les chances de survie d'un piéton sont de 20%, réponse A, 50%, réponse B, 90%, réponse C. Et malheureusement, il est seulement de 20% quand vous êtes à 50 km/h. Si vous réduisez votre allure et que vous circulez à 30 km/h, eh ben la chance de survie, elle passe déjà à 90% parce que là, on a plus de temps de commencer à freiner. Donc, quand c'est 50 km/h, les chances de survie sont seulement de 20%. Réponse A. La résistance de l'air est pratiquement 2 fois plus importante à 130 km/h qu'à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand on vous dit de rouler moins vite sur l'autoroute pour limiter la pollution, ça a une influence importante. Parce que si la consommation moyenne d'un véhicule est à peu près de 5 litres au 100 à 90 km/h, eh bien, elle sera de 8 litres au 100 à 130 km/h, donc presque 2 fois. Donc c'était réponse A. Sans ceinture de sécurité, un choc peut être mortel à partir de 15 km/h, réponse A, 30 km/h, réponse B, 50 km/h, réponse C, 70 km/h, réponse D. Donc la ceinture de sécurité, ça permet d'éviter d'être projeté en dehors de la voiture ou sur votre volant ou le montant de la voiture au moment d'un choc. Parce que votre corps, lui, continue à la vitesse où vous rouliez. Donc si vous rouliez à 100 km/h, votre voiture, elle s'arrête net, mais votre corps, lui, il continue d'avancer. Donc qu'est-ce qui va l'arrêter ? Si c'est la ceinture, c'est la ceinture qui va l'arrêter. Si vous n'avez pas votre ceinture, ça sera pas le pare-brise, parce que le pare-brise, il se traverse déjà à partir de 15 km/h, on commence déjà à pouvoir le traverser. Donc, ça peut être le montant de la voiture, le volant, ou l'arbre qui est en face, ou la voiture qui arrive en face aussi. La ceinture de sécurité, c'est vraiment important de la mettre et elle devient efficace dès les premiers km/h et elle va vous permettre d'éviter un accident mortel dès 30 km/h déjà. Là vous pouvez traverser le pare-brise sans problème et avoir un accident mortel si vous n'avez pas votre ceinture de sécurité. Donc réponse B. Mes passagers à l'arrière n'ont pas mis leur ceinture. Moi si. Je risque une amende pour le passager de 19 ans. Réponse A. Une amende pour le passager de 12 ans. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Un retrait de permis. Réponse D. J'ai donc 2 passagers à l'arrière qui n'ont pas mis leur ceinture. On me dit « moi si ». Quand on parle de moi, il faut savoir que je suis toujours le conducteur. Donc moi, conducteur, est-ce que je vais payer une amende pour ceux derrière ? Eh bien, il faut savoir qu'un majeur qui ne porte pas sa ceinture aura une amende. Un majeur, c'est quelqu'un qui a plus de 18 ans. Il aura une amende qui lui sera adressée à lui personnellement. Donc si lui, par exemple, il a plus de 18 ans ou plus, il aura
lui-même à payer son amende. Par contre, pour le mineur, imaginons que cette fille qui est derrière a moins de 18 ans, donc elle est mineure. Eh bien, dans ce cas-là, c'est le conducteur, donc c'est moi, qui devrait payer cette amende-là. Alors, les retraits de points ou de permis ne concernent que les infractions qui sont commises par le conducteur. Donc, je n'aurai pas de points en moins, ni de suspension de permis ou de retrait de permis. J'aurai uniquement une amende. Pour les points ou les suspensions, il faut que ce soit moi-même qui ai fait une infraction. Donc là, c'était réponse B. J'aurai une amende pour le passager de moins de 12 ans, parce qu'il est mineur. Lui, 19 ans, aura sa propre amende, il va la payer lui-même. Et comme c'est pas moi qui ai fait l'infraction, eh bien il n'y a pas le C et D. Donc c'est réponse B uniquement. Les traces de cannabis peuvent rester jusqu'à 5 jours dans les urines. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors en effet, ça peut rester jusqu'à 5 jours, voire même plus, si la consommation est régulière, ça peut rester plus longtemps dans l'organisme. Donc réponse A. Si je dois effectuer un contrôle de mes pneus après avoir roulé 1 heure, par rapport à la pression préconisée à froid, je garde la même pression. Réponse A. J'enlève 0,3 bar. Réponse B. Je rajoute 0,3 bar. Réponse C. Si je dois effectuer un contrôle de mes pneus après avoir circulé 1 heure, ça veut dire que là mes pneus sont chauds. Au bout de 10 minutes, mes pneus sont chauds même, sans problème. Je dois modifier dans ce cas-là la pression de mes pneus. Pourquoi? Parce qu'une fois que le pneu est chaud, quand c'est chaud, l'air se dilate un peu. Donc du coup, il va falloir rajouter de la pression. Donc il faut surgonfler 0,3 bar à votre pression préconisée. Donc là, c'était réponse C. Nous sommes le 16 du mois, je peux stationner du côté impair des maisons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc si vous avez du mal avec les stationnements, revoyez la vidéo que j'ai faite exprès pour vous. Donc ça vous aidera beaucoup sur les stationnements, surtout sur les pairs et impairs. Quand vous avez les 2 dates sur un même panneau, c'est une histoire de stationnement alterné. Donc c'est une histoire de quinzaine, c'est-à-dire entre le 1 et le 15 et le 16 et le 31. Savoir de quel côté je stationne. Alors quand la date, vous êtes entre le 1 et le 15, par exemple, je suis le 3 du mois. Donc le 3, c'est bien la première quinzaine. Vous avez le droit de stationner du côté impair des maisons. Ok, c'est le petit moyen pour retenir ça. Je vais assez vite parce que j'ai fait des vidéos là-dessus, regardez-les. Si je suis entre le 16 et le 31, donc comme là, le 16, le 16 là, ce chiffre-là, c'est un chiffre pair. Donc j'ai le droit du côté pair des maisons. Ok? Donc nous sommes le 16 du mois, je peux stationner du côté impair des maisons. Non, c'était du côté pair. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Ici, vous avez un panneau bleu avec une indication de autoroute. Donc ça veut dire que nous sommes sur l'autoroute. Donc la vitesse, quand il fait un temps correct, quand il y a beau temps, pas de chaussée humide, pas de pluie, est de 130 km/h. Ok?
À partir du moment où il pleut, la chaussée est timide, je dois descendre à 110 km/h. Donc là, vu les conditions, c'est 110 km/h. Moi, on me demande la vitesse maximale. Donc on me demande pas toutes les allures à laquelle je peux rouler, on me demande la vitesse maximale. Donc je n'ai qu'une seule réponse à donner, d'accord? Donc ma vitesse maximale autorisée est de 110 km/h parce qu'il pleut. Donc réponse C. Le permis de conduire probatoire possède un capital initial de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B. Sans la conduite accompagnée et sans infraction, ce capital est augmenté chaque année de 2 points, réponse C, 3 points, réponse D. Donc le permis de conduire probatoire. Alors probatoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on est jeune conducteur, ça veut dire qu'on vient d'obtenir le permis de conduire, d'accord? Eh bien automatiquement, on part sur une base de 6 points. Et progressivement, on va arriver, comme ceux qui ont tous leurs points et qui ne sont plus jeunes conducteurs, on va arriver aux 12 points, progressivement. Alors comment ça fonctionne? Si vous n'êtes pas en conduite accompagnée, donc vous avez passé votre permis par exemple à 18, 20 ans ou plus, vous n'êtes pas en conduite accompagnée, là, dans ce cas-là, vous allez avoir 3 ans de période probatoire, donc de période, on va dire, de jeune conducteur, hein, vous avez 3 ans, et donc forcément pour aller jusqu'à 12 points, vous allez récupérer 2 points à chaque fois. Donc ça va faire 6 points, au bout d'un an, 8 points, au bout de 2 ans, 10 points, et à la 3e année, au bout de 3 ans, vous avez vos 12 points, si vous n'avez pas fait d'erreur, évidemment, pas d'infraction. Si vous êtes en conduite accompagnée, vous partez aussi sur une base de 6 points, d'accord? Mais là, la conduite accompagnée, c'est une période probatoire uniquement de 2 ans après, quand vous avez passé votre permis de conduire. Ça réduit la période probatoire à 2 ans. Donc, vous partez sur 6 points. Mais après, vous allez gagner 3 points au lieu de 2 points normalement. Donc 3 points, donc vous allez arriver à 9 points. Et puis ensuite, au bout de la 2e année, quand vous ne serez plus en période probatoire, vous allez encore récupérer 3 points si vous n'avez pas fait d'infraction. D'accord? Donc comme on était à 9 plus 3, ça fait 12 points. Donc le permis de conduire probatoire possède un capital initial de 6 points, réponse B. Et sans la conduite accompagnée et sans infraction, ce capital est augmenté chaque année de 2 points. Donc là, c'était réponse B et C. Chez certaines personnes, une alcoolémie de 0,8 g d'alcool par litre de sang ne sera éliminée qu'au bout de 8 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chez certaines personnes, une alcoolémie de 0,8 g d'alcool par litre de sang ne sera éliminée que au bout de 8 heures. Pourquoi? Parce que si on considère que c'est 0,10 g par litre de sang, si on doit en éliminer 0,8 comme ici, eh bien, il faudra donc 8 heures pour arriver à 0,8. Donc là, c'était réponse A. Les effets de l'alcool se font sentir dès 0,2 g par litre. Réponse A. Dès 0,5 g par litre, réponse B. Dès 0,8 g par litre, réponse C. Alors il faut savoir que dès le premier verre, surtout pour les personnes de petits gabarits et pour les femmes, parce qu'elles ont un foie qui est moins important, dès le premier verre, il y a déjà
un niveau d'attention, de concentration aussi, hein, une résistance à la fatigue même aussi, qui est moins bonne, d'accord? Le champ visuel aussi commence à se réduire aussi. Et ça, un vert, ça correspond à peu près à 0,2, d'accord? Donc là, c'était réponse A. Par temps de pluie, les distances de freinage restent inchangées, réponse A, sont multipliées par 2, réponse B, sont multipliées par 3, réponse C. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la distance de freinage? C'est la vitesse du véhicule, l'état du véhicule, en fonction de l'état des freins, des pneus, de la suspension, le poids et le chargement du véhicule, et ensuite l'environnement, si on est en descente ou en montée. Mais ça peut aussi être l'état de la chaussée, comme le revêtement, ou savoir s'il y a des gravillons, ou de la neige, ou même de la pluie. Là, on est par temps de pluie. Donc la distance de freinage, elle est 2 fois plus longue que sur sol sec. Donc c'était réponse B. En général, il est conseillé de changer les balais d'essuie-glace 2 fois par an, réponse A. 1 fois par an, réponse B. Tous les 2 ans, réponse C. En général, il est conseillé de changer les balais d'essuie-glace 1 fois par an. Donc là, c'était réponse B. Après, vous serez peut-être dans un endroit où les conditions climatiques font que il faudra peut-être le faire plus souvent. Mais en règle générale, c'est 1 fois par an. Réponse B. Conducteur depuis 6 mois, je suis en infraction si mon taux d'alcoolémie est de 0,1 g d'alcool par litre de sang. Réponse A. 0,2 g d'alcool par litre de sang. Réponse B. 0,3 g d'alcool par litre de sang. Réponse C. Alors, je suis conducteur depuis 6 mois, ce qui veut dire que je suis en permis probatoire. Alors dans ce cas-là, je suis en infraction si mon taux d'alcoolémie est supérieur ou égal à 0,2 g d'alcool par litre de sang. Ne pas confondre avec l'air expiré. Dans ce cas-là, 0,2 g d'alcool par litre de sang, ça correspond à 0,1 mg d'alcool par litre d'air expiré. D'accord? Donc c'était réponse B. Et C. Un bébé de 5 kg peut voyager dos à la route? Oui, réponse A. Non, réponse B. Face à la route? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc un bébé de 5 kg, donc environ 2 mois, doit voyager toujours dos à la route. Et c'est ce qui le protégera en cas d'accident, parce que si vous avez un freinage fort, sa colonne vertébrale, parce que sa tête est très très lourde, va être propulsée vers l'avant et lui, ça va lui abîmer carrément la colonne vertébrale. Donc c'est très dangereux. C'est pour ça qu'on le met dos à la route. Donc dos à la route, oui, réponse A. Face à la route, surtout pas, pour éviter les lésions irréversibles. Donc là, c'est réponse A et D. En franchissant cette ligne continue, je risque une amende forfaitaire de 135 €, réponse A, une suspension de mon permis de conduire, réponse B, un retrait de 3 points sur mon permis de conduire, réponse C, un retrait de 6 points sur mon permis de conduire, réponse D.
Donc en franchissant cette ligne continue, vous risquez une amende forfaitaire de 135 €, un retrait de points de 3 points sur votre permis de conduire, mais aussi une suspension, d'accord, pour une durée maximale de 3 ans. Donc là, c'était réponse A, B, C. La réglementation autorise le dépassement d'un chargement de plus de 1 mètre à l'avant, oui, réponse A, non, réponse B. De plus de 3 mètres à l'arrière, oui, réponse C, non, réponse D. Pour savoir si on peut dépasser à l'avant, il y a une règle, il est strictement interdit de dépasser l'avant d'une voiture, d'accord? Donc là, vous voyez, le kayak, il respecte, il ne dépasse pas le devant du pare-choc. À l'arrière, on a le droit jusqu'à 3 mètres au maximum, donc on peut dépasser jusqu'à 3 mètres. Mais il y a une réglementation spécifique, c'est-à-dire que si on dépasse les 1 mètre par rapport à l'aplomb arrière du véhicule, si on dépasse les 1 mètre, on doit mettre une signalisation et qui est réfléchissante pour la journée et même lumineuse pour la nuit. D'accord? Donc entre les 1 mètre et 3 mètres, on doit avoir mis un dispositif particulier. Donc là, la réglementation autorise le dépassement d'un chargement de plus de 1 mètre à l'avant, non, réponse B. De plus de 3 mètres à l'arrière, non plus, c'est le maximum autorisé, donc réponse D. Je garde au moins 70 mètres de distance de sécurité. Si je roule à 80 km/h, oui, réponse A, non, réponse B. Si je roule à 60 km/h, oui, réponse C, non, réponse D. Nous sommes ici dans un tunnel où nous sommes limités à 90 km/h au maximum. Donc je peux rouler en dessous des 90 km/h aussi, c'est possible. J'ai un autre panneau qui me dit qu'il y a un intervalle obligatoire entre les deux véhicules de 70 mètres. D'accord ? La règle à savoir avec ce panneau-là, c'est que les 70 mètres sont à respecter aussi bien en circulation, lorsque je roule à n'importe quelle allure, que ce soit 60 ou 90 km/h, mais aussi à l'arrêt. C'est-à-dire que même si je suis à l'arrêt, je dois respecter mes 70 mètres. Pourquoi ? Parce que s'il y a un problème de vent et que nous sommes arrêtés, je dois laisser un intervalle suffisant pour laisser le passage aux pompiers, pour qu'ils puissent passer entre les différents véhicules, pour pouvoir aller au lieu de l'incendie, par exemple, si c'est un incendie. Pareil, si c'est un incendie, ça évite que l'incendie se répande entre les différentes voitures et que ça brûle toutes les voitures. Donc là, je garde au moins 70 mètres de distance de sécurité si je roule à 90 km/h. Oui, réponse A. Si je roule à 60 km/h, oui, parce que à n'importe quelle allure, j'ai 70 mètres à respecter. Je peux me placer dans la voie pour véhicules lents. Oui, si je roule à 80 km/h. Réponse A. Oui, si je roule à 60 km/h. Réponse B. Non, elle est réservée aux poids lourds. Réponse C. Donc on reconnaît bien la voie pour véhicules lents. En plus du panneau, on a le marquage au sol, là, une délimitation de ligne discontinue large, assez resserrée, vous voyez, donc ça signifie bien que c'est une voie pour véhicules lents. La réglementation pour la voie véhicule lent, c'est que c'est autorisé pour tout type de véhicule, c'est pas uniquement les poids lourds, tout type de véhicule, évidemment autorisé à aller sur l'autoroute, puisque là nous sommes sur l'autoroute, qui ne dépasse pas maximum les 60 km/h. Ça, c'est à retenir absolument par cœur. Les 60 km/h maximum. Donc, 60 c'est bon, 61 c'est plus bon. Vous devez changer de voie.
Donc 50, 55 km/h, 60 km/h, c'est possible. Après, vous êtes en dehors. Donc, est-ce que je peux me placer dans la voie de véhicule lent? Oui, si je roule à 80 km/h. Eh bien non, parce que je dépasse les 60. Si je roule à 60 km/h, c'est la vitesse maximum autorisée dans la voie pour véhicule lent. Non, elle est réservée aux poids lourds. Ben non, je vous ai dit tout à l'heure que c'était tout type de véhicule. Une seule chose est prise en compte, c'est l'allure. Voilà. Donc là, c'était réponse B. Un de mes pneus est crevé. Je le remplace par une roue galette. Je ne peux pas dépasser 70 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 90 km/h. Réponse C. C'est à savoir par cœur. C'était réponse B, c'est 80 km/h. L'acuité visuelle minimale sans correction d'un conducteur est de 1 dixième, réponse A, 3 dixièmes, réponse B, 5 dixièmes, réponse C, 8 dixièmes, réponse D. L'acuité minimum, c'est de 5 dixièmes, que ce soit avec ou sans correction d'ailleurs, c'est 5 dixièmes. Donc là, c'était réponse C. Et ça, il faut que vous la preniez par cœur. Là, vous n'avez pas d'autre choix. Vous la prenez par cœur. S'il faut, vous faites une petite fiche, comme je vous l'apprends dans la petite formation gratuite. Et puis, comme ça, vous pouvez le retravailler tous les jours, le mémoriser sans problème après. Donc, réponse C. Circulant à 90 km/h, je laisse une distance de sécurité minimale d'environ 20 mètres. Réponse A, 30 mètres. Réponse B, 40 mètres. Réponse C, 50 mètres. Réponse D. À 90 km/h, je laisse une distance d'environ, pour calculer, il faut prendre la distance de sécurité, c'est l'équivalent de 2 secondes, d'accord, d'intervalle entre moi et le véhicule qui est devant. La méthode facile pour calculer la distance qu'on parcourt pendant 1 seconde, c'est de prendre le chiffre là, ici 9, de 90 km/h, et de le multiplier par 3, d'accord? Donc 3 fois 9 égale 27 mètres. Donc on arrondit à peu près à 25 mètres, ça sera beaucoup plus facile. Et si je le double, 25 mètres fois 2, pour avoir 2 secondes d'intervalle, ça fait 50 mètres. Donc 50 mètres, c'est la réponse D. La profondeur réglementaire minimale des rainures principales est de 0,6 mm, réponse A, 1 mm 6, réponse B, 2 mm 6, réponse C. Alors, je vous ai demandé de réviser justement concernant l'usure des pneus, toutes les choses qu'il fallait savoir réviser. Donc là, c'est important à savoir, vous devez absolument l'apprendre par cœur. La profondeur réglementaire minimale, elle est de 1,6 mm. Ça correspond à cette petite bosse là. Vous voyez le témoin d'usure? Lui fait 1,6 mm. Et donc quand la gomme qui est ici, là sur les côtés, la gomme du pneu, à force qu'elle soit usée, au bout d'un moment, elle va être de moins en moins profonde. Et quand ça va arriver à la même hauteur, ça sera plus bon, il faudra changer le pneu. Donc là, réponse B. Sur route sèche et à 50 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 5 mètres, réponse A, 25 mètres, réponse B, 38 mètres, réponse C.
Alors, comment on fait pour calculer facilement? Soit vous apprenez les chiffres par cœur, mais le mieux c'est quand même de savoir les retrouver facilement. Vous circulez là à 50 km/h. Dans ce cas-là, vous allez toujours prendre le chiffre des dizaines, c'est-à-dire celui-ci, et vous allez le multiplier par lui-même. Donc 5 fois, donc on multiplie par lui-même, donc je remets le même chiffre. Donc 5 fois 5, ça fait 25 mètres. Allez, je vous sors un autre exemple. On roule à 90 km/h. Pour la distance d'arrêt, attention, hein, pas la distance de freinage, hein, c'est différent. Là, je vous parle de la distance d'arrêt. Hein. La distance d'arrêt, vous le multipliez par lui-même. Donc, je reprends mon chiffre, 9, et je le multiplie par lui-même, donc je le remultiplie par 9. Et donc, 9 fois 9, ça fait 81 mètres. Donc, sur route sèche à 50 km/h, on reprend mon calcul, 5 fois 5, je mets à peu près 25 mètres pour m'arrêter. Donc là, c'était réponse B. Le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. L'intervalle entre deux véhicules est d'au moins 1 seconde, réponse C, 2 secondes, réponse D. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez vu quelque chose et le moment où vous allez commencer à agir. Et tout ça, ça va mettre à peu près 1 seconde de temps de réaction. C'est à peu près la moyenne. Donc, par sécurité, on va rajouter une deuxième seconde d'intervalle entre les deux voitures. Donc, le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde. Et on rajoute une autre seconde pour la sécurité, ce qui fait 2 secondes d'intervalle, au moins, au minimum, entre deux véhicules. Donc là, c'était réponse A et D. En circulant à 130 km/h, je parcours chaque seconde environ 19 mètres, réponse A, 29 mètres, réponse B, 39 mètres, réponse C, 49 mètres, réponse D. Il y a une règle rapide à retenir, c'est que si vous êtes à 130 km/h, vous prenez le chiffre des dizaines et vous le multipliez par 3. Ça, c'est ce que vous parcourez, ça, en 1 seconde. Voilà. Donc, 13 fois 3, ça fait 39. Alors, si vous n'êtes pas fort en maths, moi, je vous conseille de faire une petite fiche et puis de connaître votre distance que vous parcourez pendant 1 seconde, hein, d'accord, vous le calculez à la maison, vous le mettez sur une fiche, et vous calculez, vous devez le savoir pour si vous circulez à 30 km/h, si vous circulez à 50 km/h, si vous circulez à 80, à 90, à 110 et à 130. Avec ça, vous devriez vous en sortir. Vous l'apprenez par cœur, donc une petite révision, une fois le matin, une fois le soir, comme je vous explique dans les petits cours. Et puis, ça va rentrer et vous le saurez sans problème. Parce que le but, c'est de répondre en 20 secondes. Alors, si vous n'êtes pas fortiche en maths, 20 secondes, ça passe très très vite. Et là, vous êtes perdu, vous répondez au hasard. Dans ce cas-là, apprenez par cœur. Vous cassez pas la tête, apprenez. Donc là, c'était 39 mètres, donc réponse C. Mon permis est invalidé suite au retrait de tous les points. Je dois restituer celui-ci à la préfecture dans un délai maximal de 5 jours. Réponse A. 10 jours. Réponse B. 15 jours. Réponse C. Alors, si vous avez perdu tous vos points, vous allez recevoir une lettre recommandée en accusé-réception.
cette lettre va vous récapituler tous les retraits de points que vous avez eus, ce qui font qu'au final vous êtes tombé à 0. Et ça vous informe que votre permis est invalidé, donc il n'est plus valable, vous n'avez plus de permis. Dans ce cas-là, vous devez restituer votre permis de conduire à la préfecture de votre département dans les 10 jours suivant la réception de la lettre recommandée. Et à savoir par cœur aussi, donc là c'est réponse B. Lors d'un accident ou d'une panne sur une route départementale, le triangle de sécurité doit être placé à une distance de 30 mètres au minimum de mon véhicule, réponse A, 100 mètres au minimum de mon véhicule, réponse B. Alors, on doit poser le triangle de sécurité, ou ça s'appelle aussi le triangle de présignalisation. Si on est par exemple en panne quelque part ou qu'on a un accident. Il doit être placé au minimum à 30 mètres de mon véhicule. Et un peu plus s'il y a un virage, dans ce cas-là je le place avant le virage. Donc dans ce cas-là ça fera plus que 30 mètres. Je vous rappelle aussi par la même occasion que sur l'autoroute, c'est trop dangereux d'utiliser un triangle de présignalisation, donc on ne l'utilise pas sur l'autoroute. Donc là, c'était réponse A. Étant en période probatoire, mon permis est invalidé suite à la perte de tous mes points. J'ai interdiction de conduire pendant une durée minimale de 3 mois, réponse A, 6 mois, réponse B, 12 mois, réponse C. Alors, le retrait de tous les points, ça entraîne une interdiction de conduire pendant une durée minimum de 6 mois. Et comme je suis en période probatoire, je vais être obligée, dans ce cas-là, de repasser l'épreuve du code et aussi l'épreuve de l'examen de conduite, du permis de conduire. Donc, vous devez repasser la totale. Par contre, vous pouvez quand même repasser ces examens-là pendant votre période de 6 mois, mais vous ne pourrez pas reconduire avant les 6 mois. Donc, réponse B. Hors agglomération, une bonne acuité visuelle, entre 8 et 10 dixièmes, me permet de lire un panneau de limitation de vitesse à 50 mètres, réponse A, à 100 mètres, réponse B, à 150 mètres, réponse C, à 200 mètres, réponse D. Alors, hors agglomération, une bonne acuité visuelle me permet de lire un panneau de limitation de vitesse jusqu'à une distance d'environ 150 mètres. Et j'ai bien dit jusqu'à. Ce qui veut dire que en dessous, 50 mètres, 100 mètres, je peux aussi les lire. Donc là, il y avait 3 réponses à donner. À 50 mètres, réponse A. À 100 mètres, réponse B. Et à 150 mètres, réponse C. A, B, C. Une remorque doit posséder sa propre plaque d'immatriculation à partir d'un PTAC supérieur à 750 kg, réponse A, 500 kg, réponse B. Et ceux qui sont inscrits donc à la formation avec les petites astuces gratuites pour pouvoir progresser rapidement, c'était une des fiches que je vous avais données à réviser ça, pour pouvoir bien répondre aujourd'hui. Donc on va voir ça. Une remorque doit posséder sa carte grise à partir d'un PTAC. Donc le PTAC, ça veut dire poids total autorisé en charge, d'accord? Ça c'est à apprendre par cœur. PTAC, poids total autorisé en charge, qui est supérieur à 500 kg.
Ça, si vous ne le savez pas, vous vous refaites une petite fiche comme je vous explique dans la formation, et puis vous la révisez un petit peu tous les jours. C'est indispensable à savoir. Quand c'est supérieur à 500 kg, la remorque doit posséder sa propre plaque d'immatriculation. Alors, réponse B, 500 kg. Conducteur depuis 6 mois, ma vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Alors, avant de répondre à ma vitesse maximale, il faut déjà savoir où je suis. Alors, on voit un panneau bleu, mais on n'est pas sur l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des panneaux d'autres couleurs, et que surtout, là, c'est ça, hein. Là, ça connaît par cœur, c'est une cartouche, et quand elle est jaune, et puis là, on voit bien le D1, on est sur une route départementale. Donc, on n'est pas sur une autoroute. On est limité à 110 km/h, et un jeune conducteur, pour lui, ça sera 100 km/h. Donc je suis, moi, jeune conducteur, puisque c'est précisé dans la question, donc je suis limité au maximum à 100 km/h. Réponse B. En cas de choc à 70 km/h, je peux me retenir simplement à la force des bras. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors j'entends souvent la fausse idée de dire que en cas d'accident, je suis assez fort pour amortir le choc moi-même. Je me cramponne au volant ou au poignet et puis c'est bon. Ou alors je peux tenir mon gamin qui est dans les bras, qui n'est pas ceinturé. Il faut savoir quand même que les muscles des bras ne peuvent pas résister à une force de plus de 25 kg en moyenne. D'accord? C'est quasiment rien 25 kg. Donc 25 kg. Admettons vous pesez 75 kg et que vous vous tapez à 50 km/h, uniquement 50 km/h, un mur, et ça correspond à une force de 2 tonnes. C'est énorme, 2 tonnes. Alors, vous voyez bien, vos bras qui sont capables de retenir à peu près 25 kg ne font pas le poids face à une force de 2 tonnes. Par contre, la ceinture, elle est capable de résister justement à ces forces-là. Elle est capable de résister à peu près à 3 tonnes environ. Donc les poignées latérales ou le volant, ça ne servira à rien de plus puisque vous n'avez pas la force nécessaire pour vous retenir. Vous allez être projeté, vous allez traverser le pare-brise et puis vous risquez d'y rester. Donc c'est réponse B. Circulant à 100 km/h, mon angle de vision est de 30 degrés, réponse A, 45 degrés, réponse B, 75 degrés, réponse C, 100 degrés, réponse D. Donc, lorsque je circule à 100 km/h, mon angle de vision, lui, est de 45 degrés. Et quand je suis à 130 km/h, donc encore plus vite, là, ça va diminuer carrément à 30 degrés. Ça, c'est des chiffres à apprendre, hein. Vous devez apprendre vos angles de vision quand vous êtes à chaque limitation de vitesse, c'est-à-dire à 50 km/h, à 80 km/h, à 90 km/h, à 100 km/h, à 110 et à 130. Apprenez-les par cœur parce que je sais qu'on m'a posé la question des fois dans les petites questions dans les commentaires en dessous des vidéos YouTube. Là, il faut les apprendre à chaque limitation de vitesse, comme ça vous serez tranquille. Donc là, à 100 km/h, mon angle de vision est à 45 degrés. Réponse B. Un encrassement du filtre à air entraîne une surconsommation de carburant d'environ 3%. Vraie réponse A. Faux, réponse B.
Alors c'est vrai, hein, il entraîne bien une surconsommation d'environ 3%. Il s'engrasse beaucoup plus vite en agglomération ou dans les endroits poussiéreux. Donc dans ces cas-là, il faut l'entretenir un peu plus régulièrement. Donc c'était réponse A.